pense qu'on va commencer. Donc, je m'appelle Christian Grière, j'ai fait toute ma carrière chez IBM France. Actuellement, je suis indépendant. J'ai trois types d'activités indépendants. Je fais des audits de performance IBMI et DB2 dans le cadre d'amélioration de préconisation. Le but, c'est de fournir aux clients des préconisations et sur l'utilisation de son matériel et sur l'utilisation de sa base de données. J'ai une deuxième activité qui est transfert de connaissances sur l'analyse et les performances SQL sous DB2 et une troisième activité que j'avais lorsque j'étais chez IBM qui concerne tout ce qui est NLS. NLS, c'est National Language Support. Alors, ça ne veut dire peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis CCSID, ça doit évoquer des choses plus précises. Ma carrière, c'est vite fait. J'ai eu la chance de travailler avec les premiers clients IBMI. Les premiers clients IBMI, ce sont les clients Système 3 qui sont passés à l'IBM 38, qui ont converti leur programme RPG2 sur le 38. Et j'ai eu la chance de ne pas m'égarer sur d'autres plateformes. Donc, je suis vraiment IBMI only. Ça me passionne d'ailleurs tellement que je continue à travailler. Donc voilà, j'ai fait toute la série. Bon, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler des suggestions d'index de DB2 c'est-à-dire ce qu'on obtient lorsqu'on clique lorsqu'on est dans Visual Explain. Tout le monde a déjà vu Visual Explain? Ah, j'ai raté, je suis parti un peu vite là. Je suis juste à plus de temps. Donc, on va parler des suggestions d'index. Donc, l'ensemble des informations que l'on obtient lorsque vous cliquez sur l'icône qui est entourée d'un carré rouge lorsque vous êtes en Visual Explain. Et souvent, ça peut donner ça. Des suggestions de création d'index. Là, on est dans la partie suggestion index. Il y a également un onglet statistique. Si vous cliquez sur cet onglet statistique, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien parce qu'en fait, il n'y a jamais aucune suggestion de statistique parce que par défaut, les créations de statistiques sont prises en compte automatiquement par le système. Elles sont sous contrôle d'une valeur système qui s'appelle QDB File STC Call et qui est paramétré à all. Ça veut dire que dès que l'optimiseur a besoin d'une statistique de colonne, il l'émet et elle est traitée. Donc vous n'aurez jamais de suggestion de création de colonne et c'est très bien. Donc je ferme le sujet. Statistique de colonne, c'est automatique, c'est très bien. Les suggestions d'index, ce n'est pas automatique. Du moins, pas tout à fait. Donc le plan de la session, on va faire une petite analogie avec la vie courante, et puis on fera un peu de pub. Ensuite, on verra qui émet les suggestions d'index. Où trouve-t-on les suggestions d'index? Quels types d'index sont concernés? Y a-t-il des limitations sur les suggestions d'index? Y a-t-il des relations entre les suggestions d'index? Qu'est-ce qu'une suggestion condensée? Et est-ce qu'on peut exploiter de façon globale des suggestions condensées? Après, il y aura questions-réponses. Néanmoins, tout au long de la session, vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez. Alors, analogie avec la vie courante. Alors, la vie courante, et puis la vie courante, c'est la vie de tous les jours, et puis après, l'autre, c'est dans le monde DB2. Un client demande à un architecte de lui construire une maison avec une chambre en rez-de-chaussée, 3 chambres au premier étage, une cuisine et une salle de bain. Pour le monde bleu, un client demande le résultat d'une requête SQL à un optimiseur sur une table avec 3 index. Pour le monde de tous les jours, l'architecte présente un plan au client avec la salle de bain au premier étage et suggère au client d'avoir une salle de bain supplémentaire pour la chambre du rez-de-chaussée, ce qui serait plus pratique. Dans le monde des B2, c'est l'optimiseur présente un plan au client et suggère au client d'avoir un index supplémentaire pour la table, ce qui serait plus pratique. Vous m'en suivez? Le client ignore la suggestion de l'architecte. Le client ignore la suggestion de l'optimiseur.
Le maître d'œuvre exécute le plan de l'architecte. Le moteur SQL exécute le plan de l'optimiseur. Et là, l'analogie s'arrête. Maintenant, c'est la pub. La maison est construite. Le client regrette de ne pas avoir écouté son architecte parce que c'est quand même pas pratique d'avoir une chambre en la salle de bain au premier étage. Il faut monter à chaque fois, donc c'est pas la solution. Le moteur SQL estime que sa suggestion est justifiée et crée l'index. Il construit le résultat très rapidement et le client ne regrette pas d'avoir choisi les DB2 Forti. Bien. Allez, qui émet des suggestions? Alors en fait, l'optimiseur émet des suggestions au moment de la création du plan. Elles font partie intégrante du plan. Dans un plan, je vous rappelle, c'est comment on va faire pour donner le résultat de la requête. Est-ce qu'on va faire une lecture séquentielle de table? Est-ce qu'on va utiliser un index? Est-ce qu'on va créer un index temporaire? C'est ça le plan. Dans ce plan, avec ce plan, il y a des suggestions. Donc, en fait, le premier émetteur de suggestions, c'est l'optimiseur. Et le deuxième émetteur de suggestions, c'est le moteur SQL. Le moteur SQL, c'est lui qui a en charge l'exécution du plan. Et à chaque fois qu'il exécute un plan pour lequel il y a des suggestions, il le log, il l'écrit. Alors, où trouve-t-on les suggestions d'index? Alors, si c'est d'origine optimiseur, eh bien, on les voit dans Visual Explain. Confère le premier chart que je vous ai montré. Dans un moniteur de performance, parce qu'un moniteur de performance, c'est l'ensemble des exécutions de votre requête. Donc, automatiquement, il y a les plans, et avec les plans, il y a les suggestions. Donc, dans le moniteur de performance SQL, on a les plans. Évidemment, dans le cache de plan, parce que le cache de plan, c'est l'ensemble des plans. Alors, comme les suggestions sont avec les plans, elles sont également dans le cache de plan. Et puis également, si vous matérialisez ce cache de plan sous forme d'une image instantanée, on fait une table. Si l'origine, c'est le moteur SQL, c'est lorsque le moteur SQL utilise un plan qui vient du cache de plan et qu'il a validé avec des suggestions, il les écrit dans la table 6ixADV. Cette table-là, elle est mise à jour par le moteur SQL en ajout, en modification. Elle n'est jamais nettoyée par le système. Ce petit message, ça veut dire que si ça fait 15 ans que vous avez votre machine, vous avez des suggestions d'index qui datent de 15 ans. Peut-être qu'il faudra envisager de faire un petit nettoyage pour alléger cette table. Alors en fait, ces suggestions, elles sont émises donc par les exécutions full et pseudo-open. Alors ça, je pense que vous en entendez souvent parler, full open, pseudo-open. On va essayer de rendre ça plus clair. En fait, il n'y a pas de pseudo-open s'il n'y a pas eu de pseudo-close. On pousse le problème un peu plus loin. Alors en fait, il y a un pseudo-close quand? Quand vous exécutez une requête SQL, vous faites un open cursor et vous faites un close cursor. Là, le moteur SQL a deux choix. Soit, dans tous les cas, il va vous dire « j'ai fermé le curseur ». Mais là, il peut très bien dire « je l'ai fermé pour lui, mais pas pour moi ». C'est ce qu'on appelle faire un pseudo-close. Ou il peut décider de le fermer vraiment. En fait, sa décision de le fermer vraiment, de ne pas le fermer, elle est basée sur le fait que vous avez exécuté plusieurs fois la requête au sein du même job. Donc il se dit, c'est quand même, je suis en train de m'exécuter la même requête, je vais garder de côté tout l'environnement d'exécution de cette requête de façon à gagner du temps. Donc dès qu'il y a eu un pseudo-close, il peut y avoir un pseudo-open la prochaine fois qu'on exécutera la requête. Alors pourquoi on insiste sur cette possibilité? C'est que la différence de temps entre un full open et un pseudo-open, c'est un rapport de 1 à 20 en moyenne. Un pseudo-open, c'est 1 milliseconde, je parle en temps écoulé. Un full open, c'est minimum 20 millisecondes. Alors évidemment, ces temps-là sont des temps moyens. Ça dépend. Donc normalement, tout se passe bien. Et donc en fait, là, ce que je veux simplement dire, c'est que ça soit en full open ou en pseudo-open, de toute façon, il écrira dans la table 6xADV. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que pour des questions de performance, vous doutez bien que les écritures sont bufferisées, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'écrire à chaque fois qu'il a exécuté une requête, il va bufferiser ça, et il peut mettre jusqu'à 2 minutes pour être visible, 2 à 3 minutes, même sur les systèmes qui ne font rien. Alors, donc, faut pas être, si vous voulez vraiment vérifier qu'il écrit bien les suggestions, il faut être très patient.
hein, parce qu'il met du temps et c'est quand il veut. Mais elles y seront un jour. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, il faut le savoir parce que ça peut surprendre. Tiens, j'ai exécuté le programme, je ne vois pas la suggestion. Non, prenez du temps. Allez prendre un café, revenez, 2 minutes, c'est bon. Alors, quels types d'index sont concernés? Sur un IBMI, vous avez 3 types d'index. Vous avez les index texte. Peu de gens connaissent, mais ce sont les index qui sont utilisés par Omnify Text Search Server. Ce sont des index qui servent à faire de la recherche linguistique sur une colonne, sur le contenu d'une colonne plus précisément. Alors, ça c'est très simple parce que là, il n'y a pas de suggestion. On est tranquille, ça va être vite réglé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas faire une fonction contain ou une fonction score, qui est une fonction de Omnify Text Server, sur une colonne qui n'a pas d'index texte. L'index texte est prérequis avant de faire la requête. Un contain ou un score sur une colonne, il faut qu'il n'y aura jamais de suggestion d'index pour ces index-là. Deuxième type d'index qui est quand même bien connu, qui est historique, c'est l'index binaire. Là, il y aura ce qu'on appelle des suggestions pour une optimisation de base. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une optimisation de base? Le niveau d'optimisation d'une requête, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas oui, elle est optimisée, non, elle n'est pas optimisée. On peut passer par tous les niveaux du style, elle n'est pas du tout, un peu optimisée, moyennement optimisée, bien optimisée, très optimisée ou hyper optimisée. En fait, l'optimiseur, lui, il génère des suggestions pour une optimisation bien bonne et très bonne, mais jamais hyper. Donc, ça, des fois, vous pouvez trouver des suggestions qui seraient meilleures que celles qu'il a proposées. Mais c'est normal, c'est un choix de Manchester, générer des suggestions de niveau correspondant à une optimisation de base. Le but, c'est pas, parce que si plus vous montez en optimisation, le niveau d'optimisation, plus vous avez d'index. Donc il faut quand même à un moment donné s'arrêter. Eux ont décidé de s'arrêter à un certain niveau. Les EBI, c'est pareil. Suggestion pour une optimisation de base. Alors les EBI, c'est le cas le plus difficile. Donc on va commencer par ça. Les suggestions des EBI, c'est complexe à appréhender. Alors, je vais vous prendre un exemple. Voilà une petite requête qui permet en fait de compter le nombre de commandes qui sont envoyées par le chemin de fer. Le plan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un test d'index sur la colonne shipmode. Il va compter tous ceux, à chaque fois que la colonne vaura, il va faire plus un dans le compteur, et puis à la sortie, il sur le compteur. Suggestion supplémentaire, aucune. Néanmoins, si vous connaissez les EVI, vous savez que là, elle peut être redevable d'un EVI. Parce qu'un EVI, c'est l'EVI, c'est-à-dire la colonne shipmode, et le nombre de lignes qui ont cette valeur. En consultant le table des symboles d'un EVI, il aurait directement la solution. Mais là, il considère que vous êtes en optimisation. Et là, si on le crée l'EVI, là, vous voyez, il fait un test de table par la table des symboles, et le résultat. Et là, on est en hyper-optimisation, c'est que, vous voyez, au lieu de mettre 48 millisecondes, on mettra 1 microseconde. Hein. Mais il n'y en aura pas plus long. Alors, en fait, le problème, c'est, en fait, d'où viennent les suggestions d'EVI que vous pouvez trouver dans vos plans. En fait, elles viennent d'un mécanisme qui s'appelle le LPG. LPG, c'est l'abréviation de Look Ahead Predicate Generation, ou génération anticipée de prédicats, GAP. Alors, ça n'a rien à voir avec le langage. Donc, LPG. Et vous verrez dans Visual Explain, c'est GPL. Ils ne sont pas trop fatigués. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que le LPG? En fait, c'est une stratégie de réécriture. L'écriture, c'est l'optimiseur qui fait. Hein. Il va prendre votre requête, il va la réécrire. Et l'idée, c'est assez original, c'est de, dans une requête, il y a des sélections sur des tables qui sont faites sur certaines tables, c'est de déplacer ces sélections sur une autre table. Qui s'engage à nous donner le même résultat. Hein. Donc, c'est souvent
les suggestions de VI seront dues à cette mise en œuvre de LPG. C'est-à-dire, il vous fait comprendre qu'il souhaiterait mettre en œuvre du LPG. Alors, le LPG, comment ça se joue? Ça se joue majoritairement, mais pas exclusivement, sur les jointures en étoile. Là, vous avez une table principale et vous avez des tables secondaires. En fait, ça se joue également lorsqu'on a affaire à des jonctions en inner join. Ce type de requête est très consommatrice en I/O. Pourquoi? Parce que si la première jonction vers customer est si elle est positive sur date, on continue. Mais si on regarde sur supplier et qu'elle est négative, on a fait quoi? On a fait 3 I/O pour rien. Donc, ce sont des requêtes qui sont extrêmement consommatrices. Donc, le but, c'est d'essayer de faire quelque chose, de faire des traitements, un pré-traitement, pour éviter de faire des I/O inutiles. Alors, en fait, ça va concerner les jonctions en étoile sur lesquelles il y a des closeware sur les fichiers secondaires. Et l'idée qui va être développée, enfin que va développer l'optimiseur, c'est pas nous qui allons le faire, c'est de déplacer ces ware au niveau de la table centrale. Tout le monde suit? C'est lui qui va faire. Alors en fait, avant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre table principale, et là, vous avez une des tables secondaires. Là, il y avait la sélection locale, là, il y avait l'index pour faire la jonction et obtenir le résultat. Là, on n'est sur qu'une branche de l'étoile. Après réécriture, on aura une sélection locale à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il aura déterminé quelles sont les lignes qu'il faut lire dans cette table-là, parce qu'il y aura correspondance dans la table secondaire. Et il réalisera ça par une table de hachage sur laquelle il nous permettra de faire le job. Voilà un exemple de requête en étoile avec sélection. Alors, un petit peu, il y a quatre tables, hein, order, part, customer, même 5 à 5. Là, on a toute la partie jonction. Là, les tables secondaires. Et là, on a toute la partie sélection. Ça, c'est le plan sans index. Sur le plan sans index, on prend la table order, 1 800 000 lignes, et on est parti. Bon, quand on est parti, comme il n'y a pas d'index, automatiquement, il va être obligé de s'équiper un peu. L'équipement, ça va être souvent des tables de hachage. Hein. Table de hachage, table de hachage, table de hachage, table de hachage. Et après, test haché, c'est mal traduit, hein, c'est test dans la table de hachage. Donc ça, c'est la version sans index. 518. Je vous rappelle que là, c'est uniquement pour l'objectif d'optimisation. Par défaut, quand il est temps qu'ils sont donnés dans Visual Explain, ça dépend de la clause Optimize for nRows ou allRows CausaMe, comme personne ne la met. Là, on est pour 30 rows. Donc le temps qui est donné là, c'est le temps pour obtenir les 30 premières lignes. Ce n'est pas le temps pour obtenir la totalité du résultat. Pour indexation de base, tout le monde, l'indexation de base, on crée des index sur les colonnes de jonction des fichiers secondaires. Donc, je crée 4 index secondaires et on retente l'opération. Et là, on voit que sur un certain nombre de choses, il a utilisé l'index et que sur d'autres tables, il a préféré travailler avec ses tables de hachage. C'est son choix, il a fait les calculs. Pour lui, c'est plus rentable. 400 milli. Oh. Ensuite, on regarde les suggestions d'index. Et là, on voit 3 suggestions d'index de VI sur les colonnes de jonction. Kuski, Shita, Kuski. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait, on demande la création d'index, non pas sur les tables secondaires, mais sur la table primaire. Alors ça laisse un peu, ça surprend un petit peu. En fait, ce qu'il va faire, donc on va les faire, ces trois suggestions, et on va voir ce qui se passe. Donc là, alors, pour créer un EVI, c'est simplement on rajoute créateur de codit vector et puis ça crée un EVI. Là, qu'est-ce qui se passe? Le plan a totalement changé. Avant, on partait là,
l'order, et puis on montait. Là, on voit qu'en amont, il y a tout un traitement qui a été fait, qui va servir en fait à déterminer les rangs qu'il faut lire dans la table order pour que toutes les jonctions soient positives. Et pour ça, le traitement qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a déterminé, en fonction des closeware qui étaient sur les fichiers secondaires, il a déterminé quelles étaient les clés qui correspondaient à ces sélections. Et ces clés-là, il faut qu'elles aient ces valeurs-là dans le fichier primaire. Et pour retrouver ces valeurs-là dans le fichier primaire, rien ne vaut mieux qu'un EVI sur cette colonne sur le fichier primaire. Donc, avec ce premier EVI, il va trouver la liste des rangs qu'il faut trouver. Ce deuxième EVI, la liste des rangs qu'il faut trouver. Ensuite, il va les fusionner. Là, il va obtenir une troisième liste de rangs et il fusionne. Donc là, quand on a fait tout ça, il a, et vous voyez ce qu'on obtient, 3. Ça veut dire que le pré-traitement lui permet de dire, je n'ai pas besoin de lire les 1 800 000 lignes de la table orders. Je sais qu'en lisant les 3 qui sont là, c'est bon. Ça, c'est la mise en œuvre du LPG. Mais en fait, c'est un traitement qui ne coûte pas très cher parce qu'en fait, on verra qu'en fait, il va, pour déterminer quelles sont les clés qu'il faut chercher, il va utiliser les tables de hachage qui vont lui permettre également de faire la jonction. 23 millisecondes, hein, évidemment. Hein. Alors, comment ça se visualise dans Visual Explain? Vous voyez la GPL. Et là, toutes les icônes qui passent en vert signifient qu'il met en œuvre du LPG. Donc, hein, GPL, c'est pas GPL, hein, c'est bien LPG. C'est pas que GPL ni rien. Non. Alors, si c'est le seul endroit où on a besoin, on peut avoir besoin, si on veut vraiment rentrer dans le détail, comprendre du mode détail de Visual Explain. Souvent, le mode détail de Visual Explain, là, on voit très bien que on est tout à fait tout en bas de traitement. On voit bien qu'il commence par lire les tables secondaires, les 3 tables secondaires, sur lesquelles il va mettre en œuvre le LPG. Il crée des structures, les tables de hachage, les flèches là, toutes ces flèches-là remontent pour faire la jonction. Et ensuite, elles vont servir pour trouver les valeurs distinctes qui vont lui permettre de trouver les valeurs des vecteurs et de chercher ces valeurs dans la table des vecteurs, et donc de trouver les rangs. Ensuite, on remonte dans les fusions de rangs, etc. Toute cette partie-là est amenée par le détail. C'est le seul endroit où on a vraiment besoin de Visual Explain si on veut vraiment comprendre ce qui se passe. En fait, vous devez simplement retenir que le LPG, c'est la possibilité, une réécriture que fait l'optimiseur pour déplacer des sélections qui se font sur une table, de les déplacer sur une autre table. Ensuite, après, c'est de la bidouille. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on a réglé. Donc, en fait, les EVI, vous verrez souvent des suggestions d'EVI parce qu'ils veulent mettre en œuvre du LPG. Donc, c'est vrai que si vous ne savez pas le principe du LPG, vous pouvez être surpris par ces propositions. Une mise en œuvre de LPG? Pas toujours, mais majoritairement. Ouais, c'est ça, on n'en aura pas souvent, et souvent dans ce genre de contexte qu'on en voit, mais je peux poser la question. Et souvent, ce qui est surprenant, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi ils nous demandent de faire des EVI sur le fichier, primaire. Nous, pas comme pour le Kant, on sait qu'un EVI, ça ferait à faire, et là, ils ne nous le proposent pas pour le coup, alors ça nous paraît beaucoup plus simple à se dire que grâce à un EVI, un groupe by, voilà, il pourrait nous. Voilà. Là, ils ne nous le proposent pas, alors que des fois, ils nous le proposent alors qu'on ne s'y attend pas. Alors, maintenant qu'on a traité les suggestions sur les EVI, on va s'intéresser aux index binaires qui sont quand même la majorité de nos exploitations. Et on va voir les limitations qu'il y a sur les suggestions d'index binaires. En fait, je dis limitation, mais ce n'est pas des vraies limitations, c'est simplement un choix de design de Rochester de dire il y a certaines suggestions que je ne veux pas donner parce qu'elles appartiennent au domaine de l'hyper-optimisation. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas, que vous ne pouvez pas les mettre en œuvre. Parce que vous avez besoin d'une hyper-optimisation, parce que la requête est dans une transaction critique, parce que vous l'exécutez 1 million de fois par jour, et que chaque milliseconde de gagner sur 1 million, ça fait quand même
million de millisecondes. Ça commence à, ça peut faire quand même du monde. Excusez-moi. Système de limitation. Qu'est-ce qu'on veut limiter? Par l'expérience, c'est ça, le niveau de limitation. Ah non. Ah, non. Non, vous ne pouvez pas, c'est fixé par quand on les connaît, pas de suggestion d'index binaire only access. C'est que ça, un index binaire only access, et pas de suggestion d'index binaire FBI. C'est pas CIA là, hein, c'est FBI. Alors, limitation index binaire index only. Voilà cette requête. Index suggéré, cheat mode, rien à dire, classique. Le plan, test d'index, test d'index, test de table. Test de table, c'est quoi? Le test d'index, il fournit un rang. Avec ce rang, on va sur la table et on récupère les colonnes. Demande de suggestion, nada. Rien. Pour lui, terminé. Si vous voulez faire un index IOA, vous pouvez rajouter un certain nombre de colonnes qui sont les mêmes colonnes que vous avez indiquées dans le select et qui vont lui éviter de faire le test de table. Puisque quand il aura trouvé l'index, dans l'index, il trouvera la valeur de order key, de part key et de quantity. Et si vous le créez, cet index, effectivement, d'abord, il l'utilise et il n'y a plus de test de table. Or, un test de table, c'est quand même un IO. C'est un accès direct. Et c'est un IO qui peut être pénalisant parce qu'on ne sait pas où on va dans un IO, un accès direct. Ça peut être 5000, ça peut être 20 000, ça peut être 50 000. On ne peut pas anticiper, comme on fait quand on fait une lecture séquentielle de table. Donc ça peut être intéressant. Par contre, là, j'ai forcé un peu la dose. 3, c'est vraiment... J'aurais dû me limiter, normalement, on se limite à 1, éventuellement 2. Et là aussi, on est dans le domaine de l'hyper-optimisation, c'est-à-dire qu'on doit utiliser ce joker quand on en a besoin, pas systématiquement. Ça va? Alors, c'est un index binaire only access. Il n'est pas plus only access, il n'y a rien de particulier. Simplement, il a des colonnes qui ne servent pas à l'accès, mais qui servent à éviter le test de table successif, ultérieurement. Et on le voit dans Visual Explain, hein, il vous dit index binaire only access, oui, mais vous ne le suggérera jamais. C'est à vous à avoir, si vous avez le besoin, de le mettre en œuvre. Donc, ça peut être, je considère ça que c'est une limitation des suggestions. Excusez-moi, le temps, vous voyez, c'était quand même... c'est le turbo. C'est normal. Je supprime beaucoup de tests de table. Index FBI. Supposez que vous ayez cette requête. Là, pas de suggestion d'index. Et là, on part en scannage de table. Là, par contre, si vous connaissez DB2 vous savez qu'on peut faire des index FBI, ça veut dire Function Based Index, c'est-à-dire des index basés sur des fonctions. Donc, rien ne vous empêche de créer un index sur la colonne upper de part. Avec un index sur la colonne de upper de part, il sera capable d'aller chercher dans cet index tout ce qui commence par style. Si vous le créez et que vous réexécutez votre requête, vous allez voir l'utilisation de l'index FBI de façon classique avec son test de table. Et là, 0,142 milli au lieu de 4,3 milli. Là aussi, on est dans le domaine de l'hyper-optimisation. Mais il faut savoir que vous avez accès. Mais ce ne sera pas les suggestions qui vont vous le dire. Limitation sur les séquences. Alors ça, c'est plus subtil encore. Hein. Supposez que vous ayez cette requête. Order by, part key ascendant, sub key ascendant, order key ascendant. Et puis un between sur part key. Vous ne faites pas l'index. Qu'est-ce
il ne fait pas l'index, il lit la table, il met ça dans une structure, quand il fait le scannage de table, il fait la sélection sur le between, il met tout ça dans une liste triée temporaire, et il lit la liste triée temporaire. Et là, il a le résultat. Suggestion. Suggestion, il vous dit, bah, ça serait quand même bien d'avoir un index sur part key, sub key et order key. C'est tout à fait cohérent. Et il l'utilise. Tout le monde est content. Résultat, 5,2 au lieu de 1242. Là, toutes les colonnes en descendant. Qu'est-ce qui se passe? Lecture séquentielle de table, liste temporaire, dans l'autre sens, et on lit la liste qu'il a trouvée, et puis suggestion. Roulement de tambour, suggestion, les mêmes. En fait, par défaut, il vous demande un index descendant. Est-ce que c'est normal? Oui. Les index binaires sont bidirectionnels. Bidirectionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes capable de les parcourir en descendant, et à un moment en RG, ça s'appelait read et read previous. Donc c'est tout à fait normal. Vous créez l'index, vous l'utilisez, et on fait sa sélection, et comme un petit mot là sur la logique, là, ça c'est très confusing, enfin, pas très confusion. Ça c'est le fait, il vérifie que le between, là, le premier terme du between est bien inférieur au deuxième terme du between, avant de commencer, normalement. Mais il le présente très très mal sur le graphe. Enfin, normalement, ça devrait être tout au début. C'était tout au début en version 7.2, et depuis la version 7.2, ils l'ont déplacé, et ça prête à confusion, parce que c'est par là où on fait le test du between. Et c'est bien un test de logique, ça, hein, parce que lui est très fainéant. Hein. Si between de 100, compris entre 100 et 50, il va vous dire tout de suite, j'arrête. Hein. Bon, là, atteindre milli, 5,2 versus 1242. Et maintenant, on va être encore plus subtil. On va faire un coup ascendant, un coup descendant, un coup ascendant. Donc là, ça ne change rien, on n'a pas d'index. Suggestion d'index. Donc là, les suggestions d'index, ils se moquent de la séquence. Résultat, il va bien utiliser l'index là-dessus, pour faire son test, mais il est obligé de faire une liste triée temporaire. Scalage, etc. Donc en fait, la troisième limitation, là c'est une vraie limitation, c'est qu'il faut faire attention dans les suggestions d'index dans lesquelles vous avez des order by avec des séquences montantes et descendantes, vous n'aurez pas le meilleur index. Alors en fait, donc là 84, bon, on est pas mal. En fait, j'ai dit, puisque tu suggères un index, je vais te challenger et tu vas aller me créer le MTI. J'ai exécuté la requête une fois, deux fois, trois fois. J'ai exécuté, et à un moment donné, magique, parce que ça on ne peut pas, il s'est mis à créer le MTI. Et j'ai trouvé ce plan-là. Index temporel, faisant MTI, test d'index, test de table. Monsieur se passe du tri. Il n'a pas suggéré. Ça veut dire quoi, ça, s'il se passe du tri? Ça veut dire qu'il a créé le MTI avec la bonne séquence. Et si je regarde en Visual Explain, oui. Donc en fait, là, il y avait une suggestion, mais quand il a mis en œuvre, le MTI, il l'a fait avec la vraie suggestion. Alors, j'ai moi, incidence. J'ai ouvert un incident au lab, et là, le lab a sorti le mot magique. Vous connaissez le mot magique du lab? C'est Work as Design. Ils m'ont dit non, on a décidé qu'on ne prenait pas en compte les séquences dans les suggestions, donc ça fonctionne tout à fait correctement. Donc là, pour moi, c'est une vraie limitation. Mais bon, est-ce qu'on est toujours en train de faire ce genre de cinéma? Je ne sais pas, mais il faut en avoir conscience. Le 84 MTI la première fois, hein, parce que la première fois, vous payez quand même le temps du MTI.
Y a-t-il des relations entre les suggestions d'index? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines suggestions sont exclusives. Ça veut dire qu'il va en composer deux, mais de toute façon, il n'en prendra qu'une. Pourquoi? Si vous prenez cette requête, selector étoile from order avec un inner join. Quand on fait un inner join, on peut changer l'ordre de jonction sans que ça ait d'impact sur le résultat. Donc, lui, il ne va pas s'en priver. Ce qui veut dire que il va vous demander de créer un index sur order et un index sur part, de telle façon à ce qu'il puisse soit joindre order vers part, soit joindre part vers order. Mais de toute façon, à un moment donné, il va choisir. Et donc, il prendra un index et l'autre, il ne l'utilisera pas. Donc, il y a certaines suggestions qui sont exclusives. Donc, ça, c'est première relation. Dépendante. Ça ne marchera pas. Si vous avez cette requête, select étoile from order vers ce qui égale or, vous aurez deux suggestions d'index. Ça fait normal. Si vous n'en créez qu'une, ils continueront en lecture séquentielle de table. Si vous créez les deux, voilà. Si vous créez les deux, eh bien, il va utiliser le premier index pour faire sa sélection et sortir la liste des rangs. Il va utiliser le deuxième index pour faire sa sélection, sa liste des rangs. Et il faudra qu'il fera la fusion, il fera un ou entre ces deux listes pour obtenir la liste des rangs. Donc, en fait, les deux successions sont dépendantes. C'est-à-dire qu'il faut les deux pour que ça marche. Alors, en fait, comment ça se voit? Ça se voit dans la table 6xADV qui est dans laquelle il y a les suggestions. Là, vous avez les tables, les deux recommandations. Ça, c'est le nombre de recommandations parce que je l'ai exécuté 4 fois. Et ça, c'est le nombre de recommandations dépendant d'une autre recommandation. Quand vous avez ici un chiffre différent de 0,0, ça signifie que ces deux suggestions sont dépendantes. Alors, maintenant, si on s'intéresse, on a vu un peu toutes les limitations, les relations, si on s'intéresse un peu à ce qui se passe sur une partition de production. Ça, c'est l'indicateurs généraux d'une partition de production. Une belle partition de production, 5 processeurs. Cette machine, elle a 25 000 fichiers physiques ou tables. Elle a 10 000 structures d'accès hors index. Structure d'accès, c'est fichiers physiques avec clé, logique, clé primaire, bon, tout ce qui est structure d'accès, mais qui n'est pas index. Elle a 10 000 index binaires. Elle a 0 EVI. Elle a 105 index non utilisés. Elle a 490 index temporaires. Et elle a 20 000 suggestions élémentaires. Ça fait beaucoup. Comment je le sais? Simplement, vous avez fait un étoile count sur le fichier QCX et vous avez le nombre de suggestions élémentaires. Élémentaires, comme dirait. Alors, en fait, heureusement, on a quand même un petit joker. Une petite chance, c'est que, je vous l'ai dit, l'optimiseur, le moteur, quand il écrit les suggestions, il les écrit parce qu'il utilise un plan. Mais il se peut que deux plans aient des suggestions qui puissent se recouper. C'est-à-dire qu'on puisse les regrouper. Alors, il y a plusieurs types de suggestions condensées. Supposez que vous voyez cette requête-là. Là, vous avez subkey, partkey et puis order key. Et là, vous avez la même sans order key. Si vous n'avez aucun index sur la table order, vous allez avoir cette suggestion-là. Et en fait, avec cette suggestion-là, vous recouvrez celle-là. Donc celle-là, on n'a pas besoin, on n'a besoin que de celle-là. Ça, ces deux suggestions seront condensées dans cette suggestion. Déjà, on va essayer de diminuer. Alors ensuite, elle peut regrouper également plusieurs suggestions, alors c'est plus compliqué, dont les clés majeures. Les clés majeures, c'est les clés qui sont à gauche, peuvent être interverties sans impacter la suggestion initiale. Si vous regardez ici, vous avez des clés recommandées, et vous avez ici une colonne qui vous dit ces trois clés-là, je me moque de l'ordre. Je me moque de l'ordre. Ça veut dire que vous pouvez me faire un dans n'importe quel ordre, ça me convient. C'est normal, ça correspond à cette suggestion-là.
qu'on mette order key devant, ou part key devant, ou shift key, n'importe quel ordre, lui, il vous a donné l'ordre optimal, c'est-à-dire qui en fait donne la sélectivité la plus importante en premier. Mais qu'on inverse, ça ne changera pas grand-chose. Donc il vous dit, là, moi, cette expression-là, je vous autorise à changer l'ordre de ces 3 premières colonnes. Par contre, celle-là, il vous autorise à rien du tout. Et c'est normal, c'est order by part key et subkey. Si vous inversez subkey et part key, ils n'ont pas le même ordre. Donc là, voilà. Aucune possibilité d'intervertir. Par contre, là, on peut s'arranger celle-là, puisqu'on peut inverser part key et subkey pour, en fait, condenser ces deux suggestions en une seule, qui serait part key, subkey et order key. C'est ça le principe des suggestions condensées. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à le faire. Il y a une vue qui va vous permettre de vous dire, voilà, à partir des suggestions élémentaires, voilà les suggestions condensées qui seraient utiles d'avoir. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est l'interface. Et alors, ça vous donne cette image-là. Ça, c'est la version élémentaire, une et une. Et ça, c'est la version condensée. Et là, vous avez le nombre d'utilisations de recommandations par requête parce qu'il a cumulé. Donc, il vous dit, celle-là, elle a été recommandée, elle a été exécutée, même à la limite, 2 fois. En fait, il reprend le cumul de ces. Donc, en fait, c'est plus intéressant de travailler sur les suggestions condensées que sur les suggestions élémentaires. Bon, l'accès à CS, à table order, outil de conseil index recommandé, le regroupement d'index recommandés. Et ça, c'est la mise à blanc. Quand on enlève tous les enregistrements pour l'objet en question, on enlève toutes les recommandations, tous les index recommandés, toutes les suggestions. Accès SQL aux suggestions prononcées, il y a une vue qui s'appelle Condense Index Advice qui permet d'obtenir ces résultats. Suggestion condensée pour une table, un schéma, une partition. M. Forsky a habillé cette vue pour en fait générer le script des index à créer et également pour créer les index directement. Je vous le dis à titre d'information. Nous, on va traiter de façon un peu différente. Partition IBMI qui fait DB2 on peut être amené à acheter un petit coup d'œil de temps en temps à l'optimisation SQL. Et normalement, la meilleure démarche, c'est de s'intéresser aux requêtes qui sont les plus consommatrices. Parce que c'est celles sur lesquelles on va gagner le plus. Et les plus consommatrices, ce sont celles qui sont en haut du tableau dans le plan cache. Soit elles sont dans le tableau parce qu'elles sont exécutées beaucoup de fois, soit elles sont dans le tableau parce qu'elles consomment beaucoup unitairement. De toute façon, il faut s'y intéresser. Ensuite, il y a les requêtes les plus utilisées. Vous pouvez très bien avoir une requête qui tourne, qui est exécutée 1 million de fois par jour. Si elle prend 20 millisecondes et que vous voulez la faire passer à 3 millisecondes, vous allez gagner du temps. Donc c'est vrai, il faut s'y intéresser. Il faut remplacer les index temporaires, les NPI, par des index permanents. Ça vous évitera d'avoir des redémarrages après IPL un peu difficiles. Éliminer les index inutilisés et redondants. S'assurer de la bonne réutilisation des curseurs. Là, je fais référence à open, pseudo-open. Avoir les bons objectifs d'optimisation. L'objectif d'optimisation, c'est lorsqu'on fait un select, c'est de dire à l'optimiseur si vous êtes intéressé par avoir les 30 premières lignes le plus rapidement possible, ou ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la totalité des lignes le plus rapidement possible. Personne ne le fait. D'accord ? C'est dommage, parce que c'est quand même une bonne source d'optimisation. Et puis avoir un bon environnement d'exécution. Mémoire, CPU, I/O. Pas mélanger le batch et l'interactif, ça c'est vieux comme le monde, mais c'est toujours valable. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit faire si on veut améliorer son exploitation SQL. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je ne pourrais pas utiliser les suggestions de façon globale? Je fais fi de tout ce que je viens de vous dire, là, de toute l'optimisation, et je dis, bon, allez, je prends toutes mes suggestions condensées, et puis, allez, on y va. Alors, j'ai repris la même partition que tout à l'heure et j'ai regardé combien on avait de suggestions condensées. Donc, de 20 000, on est descendu à 12 000. Et 12 000, quand on a 10 000 index, on se voit mal créer 12 000 index. Hein. Je ne sais pas si vous oseriez, moi, j'ose pas.
Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, comment j'ai obtenu ça? C'est simplement un select de count sur la vue, hein, rien d'extraordinaire. Alors, comment diminuer leur nombre? Il y a déjà une première chose, c'est qu'on peut peut-être éviter de prendre des suggestions qui ne sont plus utilisées. Parce que la table 6 XADV, comme vous ne l'avez jamais mis à jour, elle peut faire référence à des suggestions qui datent de Mathusalem. Donc peut-être que ça serait intéressant d'éliminer déjà toutes les suggestions qui ont plus d'1 an. Ça ferait peut-être de la place. Il est possible aussi que la table n'existe plus, parce que vous avez évolué. Donc là, il y a une fonction qui s'appelle élagage, des annexes recommandées. En fait, ça supprime des recommandations qui correspondent à des tables qui n'existent plus sur votre machine. Déjà, on va essayer de faire un peu de nettoyage dans la suggestion, dans les suggestions d'index. Uniquement pour les tables qui. Excusez-moi. L'élagage, c'est uniquement pour les tables qui. Oui, c'est pour les tables qui n'existent plus. C'est pas une utilisation de recommandation. En fait, moi, j'ai fait. C'est pas pour enlever les recommandations d'index pour lesquelles je devrais créer des index. Ouais, aussi. Ouais. Ça prête à confusion. En fait, ça enlève des suggestions d'index qui correspondent à des tables qui n'existent plus. C'est vrai, parce qu'on est bien d'accord. Alors, comment on peut diminuer leur nombre? Alors, moi, ce que je pense, c'est que la priorité, c'est de prendre des suggestions qui ont un MTI. Alors, si vous avez une suggestion et qu'il y a un MTI, et ça tombe bien, parce que dans la table 6 XADV, quand il crée un MTI, il le dit. Donc, vous avez et la suggestion et le MTI. Et en plus, vous avez la date de dernière utilisation de MTI. Ça, c'est très important parce qu'un MTI, ça peut mourir. Ça peut mourir. Avec un IPL, ça meurt. Donc, c'est vrai que si vous avez ici une date de dernière utilisation antérieure à votre dernier IPL, il n'y avait aucune chance de le trouver. Pour qu'il y ait un MTI soit sur votre machine, il faut au moins que sa date de dernière utilisation soit postérieure à votre IPL. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il est encore là. Il y a forte chance qu'il soit là, mais il peut très bien avoir disparu. Si vous voulez être sûr, qu'il est là, il faut aller interroger, il faut utiliser la fonction table MTI info, qui va vous donner la liste des MTI qui sont actuellement présents sur votre machine. Donc là, vous pourrez très bien dire, voilà, j'ai une suggestion d'index, je vérifie que le MTI existe bien, et donc je crée l'index. Ça va? Alors après, le problème, c'est que dans notre cas, on n'avait que 490 index temporaires. Donc de 12 000, on va passer à 11 500. Donc ce n'est pas encore extraordinaire comme gain. S'il faut encore créer 11 500 index, ça ne va pas le faire. Alors en fait, avant ça, il faut quand même ajouter ceux que l'on trouve dans MTI Info et qui n'ont pas de MTI dans la vue condense index. Pourquoi? C'est le problème de mes séquences. Mes séquences. Dans le système, dans la table 6 XADV, je vais avoir une suggestion sans table de séquence. Et dans la table des MTI, je vais avoir la table de séquence. Donc en fait, il faut faire une opération d'union entre ceux qui sont dans la 6 XADV qui ont un MTI et rajouter ceux qui ont un MTI et qui n'ont pas de suggestion. Déjà, bon, c'est du SQL, hein, c'est pas non plus très compliqué. Bon, alors après, diminuer leur nombre, l'idée qui vient, première idée qui vient, c'est de dire, a priori, la suggestion, plus elle est demandée, fois, plus elle est utile. Parce que chaque exécution fait une suggestion. Donc en fait, vous pouvez très bien sortir une petite requête SQL comme j'ai fait, pour sortir le nombre de suggestions depuis la remise à zéro 6 XADV. Donc là, vous avez le nombre de suggestions qui ont été faites pour les tables ont été anonymisées. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc ça, dire, alors après 12 500, j'en prends combien? J'en prends 10%, j'en prends 20%, c'est la question. Hein. Alors, ce qui peut se passer par contre, c'est que vous risquez par cette méthode-là
Bon, vous dites par exemple, j'en prends 10%, ça veut dire les 12 000, j'en crée 1200. Je prends les 1200 premiers et je les crée. Vous risquez de créer des annexes inutiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des suggestions qui sont exclusives. Donc là, il y a des suggestions qui peuvent être dépendantes dont les compteurs d'utilisation peuvent évoluer différemment. Parce que la suggestion elle vient d'une requête qui est exécutée plus. Enfin, il y a la même suggestion pour plusieurs requêtes. Donc là, on est confronté au problème de créer des annexes inutiles. Alors, si on le fait, il va falloir trouver un moyen pour trouver une annexe inutile. L'annexe inutile, c'est relativement simple. Si vous avez suivi certainement que la session sur les catalogues DB2, les index ont leur compteur d'utilisation SQL. Deux compteurs d'utilisation SQL. Un compteur d'utilisation en optimisation, ça veut dire l'optimiseur les a utilisés en phase d'optimisation, et un compteur en exécution, ça veut dire qu'ils font partie d'un plan. Donc c'est vrai que si ces deux compteurs-là sont à 0, on peut dire que l'index n'est pas utilisé. En première approche. Le problème, c'est que cet index-là, il pourrait éventuellement être utilisé à la place d'un logique dans un programme RPG historique, si vous avez fait l'effort. Je n'ai jamais vu un client le faire, mais ça pourrait arriver. Si c'est ça, il faudra rajouter un petit peu de sélection dans vos index pour dire, voilà, si l'objet statistique de tel objet, de type fiche, de tel index, etc., est égal à 0, oui, c'est bien un objet qui est non utilisé en environnement natif. Il ne faut pas que l'index soit déclaré unique. Ça serait quand même embêtant de supprimer un index unique, même s'il est inutilisé, parce qu'il sert peut-être à faire des inserts, à vérifier que vous n'avez pas de clé en double, etc. Donc, et la quatrième condition, il faut quand même s'assurer qu'il n'est peut-être pas utilisé, mais il faut au moins s'assurer que la table, elle a été utilisée. Parce que vous pouvez très bien imaginer avoir un package dans lequel vous avez mis en œuvre un certain nombre de modules, d'autres modules n'ont pas été mis en œuvre, d'accord? Donc ça ne bouge pas. Et donc les index vont avoir leur compteur à 0, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut les supprimer. Donc en fait, pour le déclarer inutile, il y a une quatrième condition, c'est de déclarer que la table a au moins eu une utilisation. Et ça, on peut le voir par les autres structures d'accès. Donc si les autres structures d'accès, on voit que les compteurs ont bougé, on est sûr que la table est utilisée, d'accord? Donc on peut dire que l'index est inutilisé. Donc ce n'est pas aussi trivial que ça de déclarer si un index est inutilisé ou pas. Mais bon, ça s'écrit, hein, c'est pas non plus très compliqué. Mais c'est nécessaire, parce que sinon, vous allez créer des annexes inutiles. Autre critère possible que vous pouvez faire, mis à part le nombre, c'est que dans la vue ici, XADV, il y a le temps moyen d'exécution de la requête qui a généré la suggestion. Donc en fait, vous pourriez faire un calcul, au lieu de vous intéresser au nombre de suggestions, vous pourriez vous intéresser au temps total estimé des suggestions. Et faire un critère, de dire, voilà, je prends les 10, 20% premiers de ces requêtes. Parce qu'il y a quand même de fortes chances que si la requête passe beaucoup de temps, peut-être que la suggestion va améliorer les choses. Mais on n'est que dans le peut-être, hein, puisqu'on ne voit absolument pas le plan, on n'est pas capable de dire si ça va avoir de l'effet ou pas. Donc c'est assez délicat. Alors la conclusion de tout ça, c'est que l'optimiseur délivre des suggestions équilibrées qui aident à l'optimisation unitaire des requêtes. C'est normalement la façon dont on doit l'utiliser, c'est-à-dire que vous avez un problème avec une requête, vous regardez le plan, vous regardez les suggestions, vous les appliquez, vous les testez. C'est ça le fonctionnement normal. La meilleure optimisation est celle qui adresse l'environnement et les requêtes SQL les plus consommatrices et les plus utilisées. L'exploitation globale des suggestions peut être considérée sous réserve des limitations que nous avons vues. Voilà ce que je peux vous dire sur les suggestions d'index en 1 heure. Questions-réponses? Les tables en PF, les PF. Les PF, pareil, absolument aucun changement. Non, les compteurs, ça ne marche pas. De toute façon, les suggestions d'index, que ce soit des PF ou que ce soit des tables, ça ne change rien. Ce qui change, c'est la validation dont tu as parlé, la validation des données. La validation des données ne se fait pas au même moment entre une table et un fichier physique.
Souvent, il fait des recommandations d'index, il les met en œuvre, et il les utilise pas. Souvent, l'optimiseur fait des recommandations, on les met en œuvre et il les utilise pas. Est-ce qu'il y a un moyen de prédéterminer ça, ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois, je crée, je n'utilise pas, je détruis, donc il va le reproposer plus tard. Il faut savoir l'ignorer à nouveau. Et normalement, quand elle est optimisée, elle est optimisée. On ne va pas y revenir. Hein. Ouais, alors ça, c'est sur un environnement stabilisé. Un environnement où on déploie des choses régulièrement. Quand même peu de chance, tout simplement. Si votre exploitation elle a tourné un certain moment, un certain temps, d'abord, il y aura toute la partie LTI qui va se déclencher. Celle-là, il faut la prendre et créer. Il en a besoin, d'accord. Et ça vous évite d'avoir des cycles qui sont longs. Le reste, je vous dis, c'est pour moi, une optimisation SQL, c'est de prendre les 20 premières instructions SQL et de regarder leur plan, d'accord, et de créer une situation. Après, ça ne va pas bouger dans même s'il manque un index, ça ne changera pas grand-chose. Parce que je dis, le niveau, c'est pas 0,1 hein, l'optimisation. Il y a des multiples niveaux suivant ce que vous voulez mettre. Là, je vous ai montré la première requête, il y avait je ne sais pas combien d'index. Mais il n'y a pas besoin d'avoir tout ça. Si vous mettez tout, il sera heureux, mais on ne peut pas mettre tout. À un moment donné, vous allez exploser le nombre d'index. Et il n'y a pas moyen de dire, voilà, de verrouiller, par exemple, voilà, je ne veux plus utiliser ton index, je l'ai vu. Non, je sais pas de... Oui. Je parlais un peu plus. Est-ce qu'il y aurait des suggestions entre faire des index et la consommation que peut prendre la tenue de l'index par la machine sur des cas où on aurait des tables qui bougent beaucoup? C'est-à-dire que quelque part. Excusez-moi, j'ai quelques soucis là. Ouais. Est-ce qu'il y a des suggestions aussi sur des créations d'index prendrait effectivement plus de temps à les maintenir par le système sur des tables qui bougent beaucoup versus le temps que l'on gagne lors de la requête. Parce que je ne vois pas ce temps finalement que met la machine à entretenir tous ces index. Donc si on en crée beaucoup, est-ce que la machine ne passe pas plus de temps à tenir des index que l'utilisation qu'on a fait? Je vais vous donner des ratios. Voilà, Je vais vous donner des ratios. Actuellement, sur vos machines, Power 9, Power 8, Power 9, vous êtes capable de créer 100 000 postes d'index par seconde. Par proc. D'accord. En mode, si elle fait que ça, la machine. Ça veut dire que vous êtes capable de modifier l'équivalent de 100 000 lignes à la seconde. C'est vrai que quand on fait des chargements massifs, c'est le seul cas où quand on fait un chargement, quand on part d'une table qui est vierge, on n'a absolument pas intérêt à avoir les index actifs. Ça, c'est sûr. Il faut enlever les index, charger la table et créer les index en parallèle. N'oubliez pas que le create index, il supporte SNP. Il est capable d'utiliser plusieurs procs pour créer un index sur une table. Donc ça, il faut l'utiliser. Mais c'est le seul cas, moi c'est le seul cas où je vois où il faut vraiment chargement initial de table sérieuse. Quoi, hein. On est pas dans je ne parle pas de table d'un million d'enregistrements, hein. Je suis plutôt dans le 500 000, 100 millions de lignes, etc. Là, pas en dessous. Franchement, là, on n'a plus aucun. Enfin, avec les CPU qu'on a actuellement, on n'a plus aucun souci. Je remercie Gaïa. Je ne sais pas s'il y a des gens Gaïa dans la salle, parce que c'est eux qui m'ont donné accès à leur système, qui m'a permis de réaliser cette présentation. Parce que sinon, je n'aurais pas pu tester tout ce que j'ai testé. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Oui, c'est une dernière question. Il y a un moyen de supprimer des enregistrements dans ces cycles ADV? Supprimer. Donc, on y va Franco par SQL. Il n'y a pas de dépendance avec d'autres. Moi, je vous dis, moi, personnellement, si vous n'avez jamais rien fait sur cette table, on mieux repartir à zéro. Je vais vous donner. Je pense que personne n'a. Alors, on remet à zéro, mais il ne faut pas regarder 2 jours plus tard. Après, il faut la laisser
travailler, vous regardez 1 mois, 2 mois plus tard, et là, vous pouvez commencer à travailler. Mais surtout, regardez la table, la fonction table MTI Info est quand même très intéressante. Elle vous permet de créer tout de suite toute une série de MTI pour vous simplifier la vie. C'est pas un dur travail et ça permet de bien se soumettre. Après, il n'y a pas de mystère, c'est les 20 premiers, hein. C'est les 20 premiers qui font la charge SQL d'une machine. Après, c'est l'optimisation de la requête. Après, il y a l'environnement. Ça, c'est une autre affaire. Il y a surtout l'objectif d'optimisation. L'objectif d'optimisation, c'est important parce qu'en fait, c'est la façon dont l'optimiseur va créer son plan pour vous répondre soit rapidement, soit vous lui dites j'ai le temps, mais je veux récupérer la totalité des lignes le plus rapidement possible. Faites une extraction, ça vous est totalement égal d'avoir les 30 premières lignes le plus rapidement possible. Vous en foutez. OK. Et tous les gens qui font des extractions en EDBC, en JDBC, ils sont configurés pour obtenir les 30 premières lignes le plus rapidement possible. Vous savez, Windows, il arrive, il demande les 30 premières lignes pour faire une extraction. Alors, qu'est-ce que fait l'optimiseur? Il crée des plans basés sur des index. Alors qu'il pourrait travailler avec des structures temporelles qu'il faut qu'il charge initialement, mais qui, au bout du compte, lui donnent de meilleurs résultats. Ça, c'est très important. Très, très important. Je ne sais pas pourquoi cette clause d'optimize, elle ne plaît à personne. Pourtant, elle est dans tous les gestionnaires de base de données. Parce que c'est le B.A.-bas. C'est la seule chose qu'on peut dire à un optimiseur. Personne ne le dit. C'est ça qui est assez surprenant. Voilà.